Bonjour, on va patienter encore quelques instants avant de commencer pour attendre quelques participants retardataires éventuels. On peut déjà indiquer que on vous a invité en fait à participer à ce webinaire sur le DPE, qui est un sujet un peu d'actualité, un peu transversal. Et on va vous présenter effectivement un déroulé. Pour information, le format de ce webinaire, c'est 25 minutes à peu près, une présentation, et puis on peut recueillir vos questions avec l'outil conversation que vous trouvez sur le bandeau haut ou sur le côté, ça dépend de votre configuration de l'outil Teams. Donc vous pouvez écrire vos questions et on y répondra en fin de présentation. On est apparent en caméra a priori pour le moment, mais on va passer sur une présentation sur laquelle on va partager l'écran pour faire une présentation avec des vignettes support. Et puis, bah, écoutez, on va commencer cette présentation dès maintenant pour ne pas prendre de retard. Je partage donc l'écran pour commencer tout ça. Alors, je vous disais, le webinaire s'inscrit dans une dynamique un peu plus large qui s'appelle les ateliers de la Maison de l'Habitat. La Maison de l'Habitat qui est le guichet unique de la rénovation énergétique sur le territoire de Caen-la-Mer et qui souhaite régulièrement aborder des sujets sur la rénovation énergétique par l'intermédiaire soit d'ateliers en présentiel, maintenant qu'on a la possibilité de retourner sur des événements de ce type-là, de faire des visites de sites. Il y en a une le 14 avril prochain pour une rénovation BBC, je le dis au passage. Et puis, parfois, donc, des webinaires sur des sujets précis. En l'occurrence, un sujet d'actualité. Le sujet de ce soir, donc, c'est le nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique, contenu et impact sur le logement. Alors, on fait partie, la Maison de l'Habitat de Caen-la-Mer fait partie d'une structuration plus globale qui s'appelle France Rénov', qui est le service public de la rénovation énergétique. Et je vais très rapidement vous expliquer comment vous pouvez solliciter ce service public sur les territoires de Caen-la-Mer. Donc, vous avez un numéro de téléphone, le 02 31 38 31 38, qui vous permet de contacter la Maison de l'Habitat. On qualifie un peu le projet, on répond à vos questions sur les questions d'aide financière. Si votre projet a besoin d'un temps d'échange, de définir effectivement des stratégies de travaux, on travaille avec des structures partenaires en fait. Donc Quentin est issu et qui va nous faire la présentation du sujet de ce soir. Alors, on va partir sur le sujet directement. Très rapidement, le sommaire. Il y a une évolution sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique, il existe depuis longtemps. Il a été modifié en fait l'année dernière. Vous voyez dans l'intitulé du sommaire qu'il se fiabilise, on va revenir dessus. On va voir quelques notions pour décrypter le DPE et puis des mesures qui sont apparues dans l'univers du DPE qui structurent un peu toutes les politiques publiques en matière de rénovation énergétique. La nouveauté, elle est essentiellement là, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui en fait toutes les incitations financières en rénovation globale et les mesures qui vont inciter à rénover, qui vont contraindre à rénover, ça dépend du point de vue dans lequel on se situe, sont basées sur ce diagnostic. Donc il y avait une nécessité de le fiabiliser, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je laisse la parole à Quentin, tu peux te présenter si tu veux. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous, hein, Quentin Ami. Je suis conseiller France Rénov' depuis maintenant un peu plus de 2 ans à l'association Biomasse Normandie, qui est copartenaire avec la Maison d'Habitat pour assurer l'accompagnement des particuliers aux revenus intermédiaires ou aisés, voilà, tout simplement. Et donc, du coup, c'est moi effectivement qui vais un peu présenter cela ce soir. Euh, alors, du coup, pourquoi du coup ce nouveau DPE? En fait, il faut déjà replacer effectivement un peu de contexte, hein. C'est que, globalement, on a, beaucoup d'efforts à faire sur, d'un point de vue environnemental, sur le résidentiel. Déjà, d'une part, pour des questions sociales, parce que globalement, il y a environ 1/5 de la population qui est en précarité énergétique, c'est-à-dire avec trop de consommation, un budget en tout cas trop important sur les consommations.
ou alors, du coup, qui n'ont pas du tout les moyens de se chauffer, donc du coup, qui sont plutôt, dans des situations, pas non confortables, on va dire ça comme ça. Ensuite, après, c'est entre 25 et 40 des consommations d'un territoire en consommation d'énergie, donc c'est la première part, des consommations d'énergie en France. Heu, donc voilà, c'est quand même un très, très gros point et voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, la plupart des travaux qui sont faits, ne permettent pas une réelle amélioration sur, le DPE. Tout simplement parce que du coup, on embarque plutôt des projets d'amélioration du logement, mais qui sont pas forcément énergétiques et dedans on fait un peu d'amélioration énergétique, mais c'est pas vraiment la première raison pourquoi on fait ces travaux-là et donc les aides financent en fait aux 3/4 des projets qui ne permettent pas une réelle amélioration. Là, l'idée aujourd'hui, c'est de sortir un peu de ça et aller vers vraiment sur des choses beaucoup plus efficaces, avec pour objectif d'arriver à, 2000, enfin, en 2050, d'avoir tous les logements en niveau bâtiment basse consommation. Bon, autant dire que ça reste un objectif, ça risque d'être très compliqué, mais voilà, c'est ça en gros l'enjeu. Et donc pour pouvoir réussir tout ça, bah, la première chose en fait, c'est cette fiabilisation du DPE et le début de politiques coercitives, dessus. Donc c'est ce qu'on va vraiment vous présenter là tout le long. Alors, est-ce que ça veut dire que l'ancienne formule de DPE, on ne pouvait pas faire confiance en fait au format, il y avait des limites en fait, c'est ça sur l'ancien DPE? C'est ça, en fait, le DPE avant était, déjà il pouvait être vierge des fois, à d'autres moments il pouvait être fait sur facture et donc pas du tout sur diagnostic technique, donc quelqu'un qui se chauffe à 25 contrairement à quelqu'un qui se chauffe à 18 par exemple chez lui. Pour le même logement, on n'a pas du tout finalement le même DPE, donc en fait on ne pouvait pas comparer les logements des uns des autres et on ne pouvait pas non plus, quelqu'un qui achète, se projeter en fait dans des réelles consommations non plus, ou quelqu'un qui loue aussi. Donc ça, c'est «fini» entre guillemets, on va voir, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir comparer les logements des uns des autres et de voir avec des actions sur le logement, bah, finalement qu'est-ce que ça apporte aussi dessus et comment on va pouvoir améliorer, l'état des bâtis, qui sont à rénover. OK. Donc voilà, une petite répartition pour, rappeler un petit peu, bah, en 2022 tous les logements qui ont été anciens, qui ont été vendus en 2020. Voilà, on se rend bien compte de la part, des logements qui sont classés E, F et G, hein, donc presque quasiment 50 de ceux qui ont eu une transaction, immobilière, ou loués d'ailleurs. Du coup, on voit bien qu'il y a encore un gros effort à faire et d'ailleurs par rapport au reste de la France qu'on est un petit peu en retard en Normandie. Voilà, c'était juste pour revenir dessus. C'est toujours un peu parlant, ça permet de voir montrer la marge. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on parle par la fiabilisation? Donc je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est de pouvoir comparer les logements avec, des nouveaux, typologies de DPE. Donc on ne va pas pouvoir faire de DPE vierge, hein. Il faut savoir que c'était à peu près 20 des DPE avant, donc tous les logements qui étaient avant 1948-49, pouvaient très bien prendre le choix de ne pas avoir de DPE. Donc voilà, ou alors sur facture. Donc là, l'idée, c'est déjà donc éradiquer tout ça, avoir une méthode de calcul plus, précise et ensuite aussi, ben, c'est surtout dans le rendant opposable. Donc ce qui est très important, ce qu'il faut voir, c'est qu'avant, il n'avait que une valeur informative. Demain, il va être opposable, au même titre que tout ce qui est diagnostic de plomb et amiante et cetera. L'idée, c'est qu'effectivement un acheteur, lorsqu'il va, demain acheter son logement, potentiellement s'il se rend compte que le DPE n'a pas été bien réalisé, donc c'est-à-dire que, le descriptif des murs n'a pas été bien fait, par exemple, c'est-à-dire, je sais pas, on a dit qu'il y avait 15 centimètres d'isolant, en fait, on ne retrouve que 10 dans le mur, et bien demain, l'acheteur pourra très bien dire: «Bah, le DPE, il n'est pas bien fait», se retourner contre, du coup, le vendeur qui pourrait se retourner aussi contre, le diagnostiqueur. Autant dire que pour l'instant, on ne sait pas exactement comment ça va être mis en place parce que tout ça est encore très récent. Mais ce qui est important, c'est aussi de montrer la pression que ça met sur les diagnostics pour qu'ils soient bien réalisés et qu'on puisse, du coup, demain, se dire bon, bah, comme il y a une petite pression dessus, évidemment, les professionnels vont aussi avoir besoin de bien faire.
Voilà. Ouais, c'est C'est ça. très important d'avoir ça, en fait. Le risque, si je comprends bien, effectivement, c'est que, alors c'est autant les locataires, d'ailleurs, un locataire Oui. pourrait aussi contester le fait s'il a des charges de chauffage qui sont au-delà de ce qui a été estimé sur le DPE, Tout à fait. pourrait effectivement très bien contester la réalité du loyer, le versement du loyer. Enfin, on pourrait partir sur des éléments de ce type-là, ou d'un acheteur qui effectivement considère qu'il a été lésé puisqu'il a acheté de manière surévaluée un bien qui a une consommation plus élevée. Et alors, comme tu le disais, c'est bien la partie renseignement technique, c'est-à-dire que le moteur de calcul, le diagnostiqueur, lui, n'est pas responsable de ça. C'est bien sur effectivement ce qui est rentré, c'est-à-dire que si le diagnostiqueur se trompe sur la saisie des parois d'un système de chauffage, c'est ça qui est opposable. C'est ça. Ça limite un peu le champ quand même, parce que ça peut faire un peu peur cette histoire d'opposabilité, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on change d'époque, c'est-à-dire que tout est assis sur cette notion d'opposabilité, c'est-à-dire que comme les politiques publiques sont adossées à ce DPE, il était très important de le rendre fiabilisé, en tout cas. Fiable, on verra, mais en tout cas fiabilisé, il y avait cette importance-là. Et ce que tu indiquais sur ton diapo, c'est que les recommandations, par contre, elles sont opposables ou pas? Non, elles sont que à titre indicatif. C'est-à-dire que dans le DPE, on le verra après, il y a des propositions de travaux et qui disent, bah, en gros, si on fait ça, on va arriver à tant de gains énergétiques et d'arriver à, du coup, à telle étiquette énergétique. Toutes ces recommandations-là ne restent qu'indicatives parce que finalement, ça dépendra beaucoup de la manière dont vous effectuerez aussi les travaux. Donc, ça est très compliqué de pouvoir se projeter, en fait, précisément. Donc, voilà. Mais ça permet de montrer en fait les premières pistes d'amélioration, mais bon, ça reste toujours un peu à bien préciser quand même et puis voir avec les opportunités du logement parce que ça reste très, très technique et pas forcément intégrer des contraintes, soit d'habitation, soit, bon voilà, ça reste très, très générique. OK. Ensuite, le DPE aussi du coup intègre de nouveaux usages. Alors avant, c'était, chauffage, rafraîchissement et eau chaude. Demain, il va y avoir l'éclairage et tout ce qui est auxiliaire aussi qui vont être ajoutés. Donc la VMC, les circulateurs. Donc circulateur, par exemple, c'est pour faire, naviguer l'eau dans, votre chauffage centralisé, par exemple, pour un petit appareil électrique pour faire, tourner l'eau. C'est des petites choses comme ça qui vont être prises en compte. Bon voilà. C'est un peu la marge, hein, mais Ouais, c'est peu voilà. impactant globalement quand même sur l'étiquette énergie, mais ceci dit, voilà, c'est des systèmes qu'on peut imputer malgré tout au fonctionnement Tout à énergétique fait. du logement, donc c'était important que ça soit intégré dedans. Donc l'éclairage aussi, du coup, est ajouté. C'est une nouveauté. C'est forfaitaire, me semble-t-il, en fait. Enfin, c'est saisi à défaut, mais c'est intégré maintenant dedans. Rafraîchissement, on est peut-être peu concerné dans la région, on est assez peu concerné. Enfin, théoriquement, en tout cas, on n'est pas censé avoir des logements. Pour l'instant, ça va. C'est ça, pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on ouvre les fenêtres en été, il fait seulement frais l'été pour pouvoir pas avoir de mettre de climatiseur, normalement. OK. Mais s'il y avait un climatiseur, effectivement, ça rentrerait dans Ça rentrerait dedans. OK, ça marche. Ouais. Alors, du coup, c'est pour rappeler aussi, cette question-là, hein, parce qu'au-delà du DPE qui va se fiabiliser, c'est aussi des étiquettes énergétiques, pour se dire aussi, hein, pourquoi on fait des travaux, hein, au-delà des interdictions qui vont arriver, hein. Je voudrais juste revenir sur la question de valeur verte. La valeur verte, c'est quoi? C'est le poids qu'a une étiquette énergétique sur le prix d'un bien. En Normandie, une maison, globalement, elle A ou B, hein, sur des maisons anciennes, hein, on ne va pas comparer du neuf avec de l'ancien, mais des logements qui sont A ou B est vendu globalement 10 plus cher qu'une maison de classe D. À l'inversement, du coup, des maisons en FG, c'est environ 12 moins cher que les classes D. Ce qui est important de voir, c'est ça dépend beaucoup du territoire sur lequel vous êtes, hein, évidemment, mais globalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette, valeur-là prend de plus en plus d'écart et donc du coup, qu'elle est de plus en plus regardée, qu'elle prend de plus en plus d'importance et donc qu'avec aussi la fiabilisation du DPE, il y a de grandes chances aussi que derrière, ça prenne encore plus, de marge. Voilà. Un peu comme au moment les étiquettes énergétiques, sur l'électroménager, par exemple. Ou après derrière, on a vu certains équipements par rapport à d'autres se démarquer par rapport à d'autres. C'est un peu le même effet. Voilà. D'accord. Et alors, au passage, dans les réglementations qui aussi sont arrivées, c'est l'obligation de l'affichage
En agence? Tout à fait. Alors, pas seulement en agence d'ailleurs, les particuliers qui publient eux-mêmes les offres, alors ce qui se comprend d'ailleurs dans un souci d'équité, sont obligés effectivement d'indiquer l'étiquette énergie. C'est ça. Donc c'est effectivement impactant potentiellement, en tout cas, sur la négociation d'un bien. Ouais. OK. Moi, c'est une aide, hein. Après, c'est pour une question de prix juste et puis aussi puis, ben, ça dépend, hein, en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur ou en tant que locataire, bah, de savoir, un petit peu, vers quoi on se tourne, quoi, tout simplement. OK. C'est une question de transparence, tout simplement, hein. Alors ça, c'est pour le visuel qu'on a ici. Pour la maison, pour les appartements, c'est la même chose ou à peu près ou... Pour les appartements, c'est un peu plus contrasté, enfin, un peu moins contrasté, c'est-à-dire que globalement, on a, toujours la plus-value, si on est en A ou B. Par contre, effectivement, les logements, les appartements se vendent pas forcément moins cher s'ils sont déclassés énergétiquement. En tout cas pour l'instant, hein, parce que la dernière étude qui date, elle date de 2020. Maintenant, à voir effectivement avec les évolutions réglementaires, comment ça va impacter la chose. Ouais. Mmh. OK. Donc, ce sera intéressant de suivre ça dans les mois prochains, parce C'est que ça. ces modifications, elles vont peut-être impacter effectivement Tout à les fait. comportements. Ouais, ouais. Bah, c'est une étude notariale, hein, donc Ouais. c'est accessible sur internet, hein, Alors, du coup, concrètement, parce que du coup, on a posé un peu les bases, hein, des évolutions. Concrètement, c'est quoi le nouveau DPE? Alors, bon, vous voyez le avant-après, c'est vraiment pour que vous puissiez, facilement les reconnaître, du coup d'œil. Bon, bah, ils ont été refondus, hein, et un petit peu plus jolis, on va dire ça comme ça, mais sinon après, du coup, je vais les décrypter après, si tu peux le passer D'accord. pour Donc, voir, ouais. format ancien, c'est ça, l'étiquette est plus visible peut-être sur le nouveau DPE? Oui, Elle est c'est plus en ça. valeur? Tout de suite, on voit aussi les consommations C'est ça. énergétiques éventuellement, mais voilà, c'est vraiment ça les premières et ensuite après on vient plus dans le détail donc on revient sur, bah, finalement le descriptif des parois, du système de chauffage ou de rafraîchissement et autres, et des conseils aussi de rénovation effectivement, au fur et à mesure. OK. Mmh. Alors globalement, hein, sans rentrer vraiment dans exactement comment c'est fait, hein, ce qui est très nouveau, c'est effectivement cette fourchette de prix, du budget d'énergie. Ce qui est aussi rajouté, c'est d'intégrer des éléments de confort d'été, qui devient de plus en plus prégnant. Donc, savoir si, bah, vous voyez les petites icônes, hein, plus d'énergie, plus ou moins d'inertie dans le logement. Est-ce que ça sera versant pour faire des courants d'air, des choses comme ça? Ensuite, bon, c'est aussi une refonte, hein, pour que ça soit plus digeste en termes de présentation. Et ensuite, après, ce qui est vraiment très important et ce qu'il va falloir un peu là se focaliser, hein, et je vais prendre un peu de temps pour bien expliquer ça, c'est, que l'étiquette d'hier ne représentera pas l'étiquette de demain. Déjà, avant, l'étiquette énergétique restait sur la consommation, énergétique du logement. Demain, elle va être sur un double seuil, c'est-à-dire qu'avant, on avait une partie consommation énergétique, une partie émission de gaz à effet de serre, enfin de CO2, pas de gaz à effet de serre, excusez, CO2. Demain, on prendra la moins bonne note des 2 et c'est ça qui va permettre de, catégoriser le logement. Donc, par exemple, là, on voit sur la partie de droite, heu, si on prend, un logement A, mettons, il est à 56 en kWh par mètre carré par an, donc il est bien en dessous des 70, mais chauffé au gaz, par exemple. Le gaz émet pas mal de CO2 par rapport à d'autres, types d'énergie. Il va être peut-être, je sais pas moi, émettre 8 ou 10, d'accord? Et ben, du coup, il sera catégorisé en B, alors qu'en termes de consommation énergétique, il sera relativement très économe, par exemple. Donc c'est important de bien voir que c'est pas un simple report, hein, de calcul, comme on avait avant. Donc du coup, on est moins sur une note, énergétique que climatique aujourd'hui, de fait, puisque du coup, on intègre d'autres notions que purement énergétiques. OK. Voilà. Après, il faut bien se référer du coup aux consommations et là, on le voit sur la partie un peu de gauche, on a les kilowattheures et les chiffres, voilà et puis de toute façon, vous aurez facilement du coup aussi, la partie de droite avec les différents, Seuil de prix. seuils, effectivement, qui permettent de bien appréhender la chose et puis, bah, aussi, hein, il y a l'idée du prix de l'énergie, alors qu'il va peut-être être fluctuant, hein, évidemment, Ouais. mais globalement qui vient d'un ordre d'idée. Donc c'est bien ça, hein, de manière importante là, on retient bien le le plus mauvais classement. Donc C'est ça, avant, on avait uniquement une lecture kilowattheure par mètre carré par an, c'est ça. qui déterminait la classe en fait, Mmh. et aujourd'hui, il se peut qu'un logement soit
assez peu consommateur en termes de kilowattheure, mais que son impact climatique, C'est ça. de pouvoir de réchauffement climatique, soit plus Mmh. important de par son système de chauffage et qui se retrouve déclassé. C'est ça. Alors, ce qui explique aussi visiblement le fait qu'entre l'ancien et le nouveau DPE, on n'a pas en présentation, on n'a pas tous les seuils en fait de kilowattheure par mètre carré, C'est ce ça. qu'on avait avant. C'est-à-dire que là, on ressort bien uniquement effectivement la classification énergétique. C'est ça. Ça, c'est un peu perturbant peut-être pour les particuliers pour s'y Oui. retrouver quand on se dit bah, si je fais un peu de travaux, qu'est-ce qui fait changer de seuil? Mmh. Après, c'est le visuel qu'on a sur la droite là qui indique les seuils, c'est des documents qui sont récupérables C'est auprès de ça, nous, auprès de vous, c'est ça. qu'on peut transmettre en fait. Il y a des documents qui ont été faits par l'État sur un peu une simplification des classifications qui permettent de s'y retrouver quand même. Tout à fait. Et la méthode 5CL, c'est les usages, c'est ça? C'est ça, c'est ce que j'avais dit, juste avant, effectivement, c'est sur le fait qu'on rajoute l'éclairage et d'autres usages dans le logement. OK. Mais voilà, c'est Qui, pas... qui sera relativement peu impactant sur le. Oui. Ouais. Bah, d'ailleurs, les étiquettes, par exemple, si on prend le A, par exemple, avant, elle est de 1 à 50 kWh par mètre carré. Maintenant, c'est 1 à 70 parce qu'on a rajouté de nouvelles consommations. Donc, on a agrandi, en fait, les étiquettes. Donc, D'accord. enfin, les différents seuils. Donc, pour prévoir justement ça, et voilà. C'est juste plus représentatif, mais c'est pas forcément plus important. D'accord. Alors, on va aborder comment on dit, les contraintes ou les réglementations qui apparaissent ou les mesures qui apparaissent effectivement, qui font un peu, qui encadrent, enfin, qui entourent plutôt cette modification de DPE. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que tout nouveau DPE, donc là, c'est vraiment l'agenda politique qui a été annoncé depuis maintenant un peu plus d'un an sur toute cette réglementation-là. Ça, c'est un agenda politique. Est-ce que c'est amené à évoluer ou pas? On ne se prononcera pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est à l'instant T, c'est comme ça. Ça a été mis en place dès le 1er juillet de l'année dernière, puisque c'était la mise en place des nouveaux DPE. Donc, tous les nouveaux DPE sont les nouveaux DPE. Voilà. Donc, par contre, et ce qu'il faut voir, c'est que il y a encore quelques anciens qui sont encore sur le marché, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain tous les changer. Donc, au fur et à mesure du temps, tous ceux qui sont avant 2018 sont encore valables jusqu'en 2023. Donc, vous avez en gros jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir les faire. Donc, leur validité de 10 ans finalement saute. D'accord. La deuxième chose, c'est qu'après, par contre, début 2025, ce sera la fin de tous les DPE, tous les anciens DPE. Quelle que soit leur année de Quelle que soit réalisation. leur année de... Voilà. Et tous les nouveaux, là, sont valides, du coup, de fait, pour les 10 ans à venir. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est maintenant. Ensuite, bah, du coup, qu'est-ce que ça implique au-delà? Parce que c'est aussi beaucoup de choses qui se posent, comme beaucoup de questions qui se posent. C'est, à partir de cette année, du coup, affichage des dépenses théoriques obligatoires dès cette année. Des audits qui vont être réalisés sur les maisons ou les monopropriétés, pas les appartements, donc tous ceux qui sont en F ou G, donc ça sera à partir du 1er septembre de cette année. Ça a été repoussé un peu, c'est ça? Donc voilà, c'était prévu au repoussé 1er janvier. ouais. Le décret n'est pas encore passé, en fait, concrètement, Okay. c'est encore en consultation. Alors qu'est-ce que c'est qu'un audit? C'est un super DPE, tout simplement, c'est beaucoup plus précis, et notamment sur les recommandations. L'idée, c'est que quand vous achetez, quelqu'un achète du coup une maison ou une monopropriété, où on a beaucoup de marge de manœuvre dessus, en termes de rénovation, bah, qu'on sache exactement quoi faire derrière. Ça permet aussi d'aller chercher certaines aides. On ne va pas revenir dessus là aujourd'hui, mais globalement, il y a des aides qui fonctionnent au gain énergétique et l'audit pourrait permettre ce genre de choses-là. Voilà. Donc c'est à la charge du vendeur de faire cet audit-là. Juste pour revenir dessus, il n'y a aucune interdiction de vente d'un bien. Il y a beaucoup de mésinformations qui arrivent en ce moment. Il n'y a aucune interdiction de vente. Ouais, faut être précis effectivement là-dessus. Plein d'informations là-dessus. C'est pas parce que parce qu'effectivement aujourd'hui, une passoire énergétique est considérée comme c'est Indécent. Voilà. Indécent n'implique rien à part du coup la question du gel des loyers et de la location. Donc c'est ça qu'on va revoir. Et donc du coup, à partir de 2023, il commence à y avoir des premières interdictions, mais qui restent très très larges, donc de 450 kWh par mètre carré par an en énergie finale. Donc alors la différence, c'est que le DPE, il est calculé en énergie primaire, donc c'est-à-dire en gros, c'est comme si vous alliez en gros, c'est de la centrale nucléaire jusqu'à chez nous, on en perd une grande partie, par exemple. Donc certaines énergies, en fait, c'est l'électricité. Quand vous consommez 1 kWh chez vous, on en compte
2,3 sur le nouveau DPE, donc ça plombe un peu les DPE, mais par exemple d'autres énergies n'ont pas ce rapport-là. Donc en énergie finale, c'est différent. L'énergie finale, c'est vraiment ce que l'on consomme chez soi. Donc pour l'instant, les 450, rassurez-vous, ça concerne très peu de logements. Mais venez quand même nous voir si vous avez des interrogations, etc. Donc ça, c'est la première introduction qui arrive courant d'année prochaine, enfin début d'année prochaine. Ensuite, celle qui vient vraiment prégnante, c'est l'interdiction de louer les logements classe G à partir de 2025. Et là, donc, en se référant sur les DPE, de toute façon, il n'y aura pas d'anciens DPE, donc on voit bien qu'il y a une cohérence. Il n'y a plus d'anciens DPE, on se reporte dessus, c'est fini, on passe dans le coercitif, on passe dans les interdictions, etc. Donc 2025, interdiction des logements de classe G, 2028, classe F, puis ensuite 2034, classe E. Donc on voit quand même que c'est progressif, que c'est pas du jour au lendemain. On va voir quelques pistes éventuellement qui font qu'on peut éventuellement sortir de ça, effectivement, et de ce constat-là. Je rappelle, ces interdictions-là, c'est vraiment pour éviter que les reports de charges se reportent du coup sur les locataires qui sont les premiers à être en précarité énergétique en France. Et puis, tout simplement pour entretenir ce patrimoine en France qui parfois ne l'est pas suffisamment et qui sont quand même assez, en termes de consommation, qui est assez important. Mais c'est essentiellement une question sociale, parce que les consommations dans 10 ans, c'est 5% d'augmentation à peu près d'énergie par an. On voit comment ça s'envole aujourd'hui. La seule chose qui permet d'éviter cette inflation-là sur nos factures énergétiques, c'est la sobriété, c'est le fait de moins consommer. Donc ça passe par l'isolation, ça passe pas par d'autres choix. En fait. On n'a pas la main sur le coût de l'énergie. De toute façon, ce n'est pas une variable sur laquelle on peut agir. Donc, le principe, c'est de limiter le volume de consommation. C'est ça, tout à fait. Très bien. Et ces premières interdictions de louer, malgré tout, à 450, est-ce qu'on peut faire un raccourci en disant malgré tout que c'est un peu un signal en disant on se met en dynamique de commencer à travailler dessus et à partir effectivement de 2025, là par contre ça va commencer effectivement à être impactant, c'est-à-dire que là il y aura des exigences effectivement de rénovation pour continuer à louer. En tout cas, c'est bien ça, en fait, la mécanique qui est en place. C'est ça. Puisque, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais en gros, l'idée, c'est de se dire, un propriétaire occupant, lui, il n'a pas de contrainte parce qu'il peut assumer, il fait le choix, enfin, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, dans l'idée, il fait le choix d'assumer ses factures énergétiques. Par contre, un locataire, il est soumis effectivement à une rénovation sur laquelle il n'a pas pris ça. Tout à fait. Il n'a pas de marge de manœuvre. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc l'action, en fait, la première action, elle est centrée sur les bailleurs, en fait, essentiellement. Tout à fait. Là, ce qui vient du coercitif, effectivement, globalement, pour les propriétaires bailleurs, ça apporte des contraintes, clairement. En contrepartie, par contre, pour les propriétaires occupants, c'est plutôt une transparence pour savoir comment bien mener un projet de rénovation, en fait. Et quand on achète, de ne pas se sentir démuni, de ne pas avoir de budget pour pouvoir derrière faire les travaux. Parce que pour le coup, en tant qu'accompagnateur, le nombre de fois où il y a des personnes qui viennent nous voir suite à un premier hiver dans le logement et qu'ils ont des grosses surprises de consommation, voilà, c'est éviter ça. Certains sont obligés de revendre, d'autres ils sont coincés pour les 10 ans à venir parce que de toute façon, ils n'ont pas de possibilité de réinvestir dans leur logement. Donc c'est pour éviter cet état de fait, tout simplement. Okay. Et je reviendrai juste très rapidement dessus. Aussi, pourquoi il y a quand même pas mal d'aides aujourd'hui pour les propriétaires bailleurs, ce qui était moins le cas auparavant, c'est en train de s'ouvrir. On ne va pas revenir sur les aides parce que c'est très complexe, etc. Prenez rendez-vous avec nous pour justement voir ce que vous pouvez avoir le droit ou pas. Mais il y a les aides, il y a la défiscalisation sur les revenus fonciers dès du moment que vous faites des travaux. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Après, effectivement, c'est des choses, il faut voir l'équilibre effectivement entre l'investissement que ça fait, ce que vous pouvez en retirer aussi comme bénéfice derrière. Et je sais que c'est pas évident pour beaucoup de propriétaires bailleurs qui n'ont pas forcément anticipé ça et qui sont dans des situations inconfortables. On le sait bien, tout le monde est au courant de ça. Mais bon, voilà. De toute façon, le cadre est défini. L'idée, c'est d'anticiper
assez vite maintenant, en fait, de se dire, bah, on commence à s'intéresser au sujet en prenant rendez-vous, ou en se disant, mais des perspectives d'amélioration. L'idée, c'est toujours, quelle que soit la situation, d'ailleurs, hein, pour un bailleur ou un occupant, c'est d'essayer de trouver les leviers les plus efficaces, C'est ça. d'avoir une vision globale à long terme, de rénovation ça. la plus poussée possible. Puis ensuite, effectivement, en fonction des investissements demandés, ben, on compose sa rénovation en une ou plusieurs étapes, en sachant que plus on va faire un saut élevé en une fois, plus la cohérence, la pertinence et parfois les aides financières sont importantes. Tout à fait. C'est important de ne pas se faire peur, en fait, en résumé, c'est-à-dire que Il faut voir l'âge au début. Ouais. Il faut mettre les choses à plat au départ. Il ne faut pas se dire on va regarder qu'une petite chose. Au début, il faut regarder global. Et ensuite, il faut regarder du coup ce qui va être compatible ensemble ou pas compatible, ce qui est faisable ou pas. Et puis derrière, ben, on construit au fur et à mesure le projet, en fait. Mais il ne faut pas se dire, faut pas faire ça par à-coup, comme ça, sans vision à long terme. Sinon, on va être obligé de revenir sur des choses qui ont été faites ou quoi. Et du coup, des fois, ça nous coûte d'ailleurs plus cher qu'autre chose. C'est le constat qui est souvent fait dans les structures de rénovation énergétique. Du coup, quelques pistes très rapidement, parce qu'on a déjà pas mal dit de choses, hein. C'est au niveau des maisons individuelles. Ce qui est compliqué, c'est les logements en tout électrique. Tout à l'heure, je l'ai dit très rapidement, l'énergie primaire, hein, globalement, l'électricité pèse très lourd sur les consommations énergétiques en énergie primaire, puisque du coup, quand on consomme 1 kWh d'électricité chez nous, on en compte 2,3 sur le papier. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, entre la centrale nucléaire jusqu'à chez nous, on en perd plus de la moitié, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est effectivement une première chose qui est très compliquée à dépasser. L'avantage, ce qu'il faut faire quand même, quand on a des grosses passoires énergétiques ou qu'on ne sait pas trop vers quoi aller, c'est la réalisation d'un audit énergétique. Vraiment, il y a des aides. On est en Normandie, il y a beaucoup d'aides pour en faire. Il y a le dispositif du chèque éco-énergie Normandie, avec des auditeurs qui sont conventionnés avec la région, etc. Enfin, c'est rodé, ça fait 5-6 ans que ça existe. Voilà, c'est bien, ça permet de savoir comment optimiser son projet. Concrètement, on sait comment on y va, ça permet d'aller chercher les aides les plus importantes. Et en tant que propriétaire bailleur, par exemple sur certaines maisons ou monopropriétés, et bien du coup, l'audit peut être pris en partie en charge, et certains auditeurs sont capables de faire des DPE par la suite. Donc pour l'instant, il y a une sorte d'optimisation un peu à faire, c'est-à-dire de faire certains auditeurs sont d'accord en tout cas de faire ça, donc ils font l'audit énergétique qui a quand même un certain coût, mais derrière l'actualisation pour le DPE qui a lui aussi un coût, en fait, ils le font pour un coût très modeste. Donc entre ça et les aides, finalement, vous payez pas votre DPE, quoi. Donc ça vaut le coup, ça permet de bien rationaliser les choses et de le faire, dès aujourd'hui. Ensuite, la deuxième chose, c'est en copropriété. Un petit peu plus compliqué en copropriété puisque du coup, il y a des marges de manœuvre qui sont différentes. Ça dépend de votre copropriété, est-ce qu'on est bâti très ancien ou pas. En tout cas, ce qui est compliqué, c'est les petites surfaces parce que tout est rapporté au mètre carré. Donc du coup, les consommations d'eau chaude sanitaire, qu'on soit sur 100 mètres carrés ou sur 20 mètres carrés, c'est les mêmes consommations d'eau chaude sanitaire. Donc ça a beaucoup plus d'impact. Donc c'est des logements qui sont difficiles à traiter. Et la deuxième chose, c'est malgré tout que les principales grosses améliorations sont collectives. Une isolation, si tout le monde commence à faire, par exemple, une isolation par l'intérieur, par exemple, ça va coûter cher à tout le monde. Vous allez tous perdre du mètre carré de surface habitable, alors qu'une isolation par l'extérieur, ça coûte moins cher une fois que c'est rapporté sur l'ensemble des personnes, enfin des copropriétaires. Il y a des vraies aides dessus, plus importantes aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, commencez à réfléchir avec votre syndic, votre conseil syndical. Il y a des AMO qui peuvent faire ça, on le fait aussi, on accompagne, notamment sur Caen. J'imagine qu'ici, il y a majoritairement des personnes de Caen qui sont connectées aujourd'hui. Il y a des conseillers gratuits aussi pour les copropriétés et pour les copropriétaires. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je vous remets les coordonnées en visuel. On va repasser pour les questions. Alors, j'ai quelques questions qui m'ont été transmises. Quels sont les documents d'État qui sont publiés? Alors, c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure le document d'État. Alors, ça va peut-être pas être très pratique. Je vais vous montrer les formats documents. Alors, c'est des documents qui sont publics, hein. On peut vous nous envoyer un petit mail éventuellement à la Maison de l'Habitat en demandant les documents effectivement DPE, d'application du DPE. Il y a différents documents qui sont, alors qui peuvent être très techniques, qui peuvent être très précis, mais des documents, la réforme du DPE par exemple, présentation
à l'attention des diagnostiqueurs. Alors ça, c'est vraiment si vous avez des questions très précises sur le contenu du DPE, en gros, ça organise un peu tout le corpus réglementaire, ça indique comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'éléments techniques dedans, mais il y a toutes les échéances réglementaires. C'est malgré tout assez simple à lire. Si vous voulez effectivement vous plonger sur le fonctionnement du DPE et les échéances réglementaires, ces documents-là, même s'ils sont à l'origine à l'attention des diagnostiqueurs, en fait, ils vont répondre à beaucoup de questions. Il y a aussi, je vous le montre, alors c'est pas du tout visuel, mais tant pis, je vous le montre quand même, un document qui s'appelle Foire aux questions, diagnostic de performance énergétique, qui est vraiment très bien parce qu'en fait, il rassemble beaucoup de questions qui sont posées par des particuliers qui découvrent un peu le DPE sur les exigences. Alors, comment on construit un DPE, comment c'est fait, c'est quoi la différence entre l'ancien et le nouveau, les modalités d'application, comment vérifier qu'un DPE est bien valide. Sachez par exemple qu'une des façons, la question n'a pas été posée, mais du contrôle des services de l'État, elle va se baser en partie sur le fait que tous les DPE sont recensés sur un observatoire. C'est-à-dire que tous les DPE produits en France sont téléchargés, un diagnostiqueur le télécharge sur un observatoire national. Donc en fait, on a tous accès aux données, alors pas aux détails de l'ensemble des DPE, mais dès qu'on a un numéro de DPE, si vous me donnez votre numéro de DPE, on peut regarder l'étiquette énergie et les principales informations du logement. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans ce type de document. Encore une fois, si vous voulez avoir une petite compilation de ces documents-là, il y a un document sur la réforme du DPE, toujours édité par le CEREMA, par le ministère du logement, pareil, qui indique un peu les échéances. Voilà, il y a différents documents comme ça qui sont bien faits. Ça va des documents de présentation assez rapides à des documents qui font 80 pages, qui expliquent comment on passe du DPE à l'immeuble au DPE individuel, qui est un sujet à part entière, en fait, qu'on ne traitera pas aujourd'hui. Et puis, si vous voulez voir effectivement en visuel ce qu'il y a dans un nouveau DPE par rapport à l'ancien, il y a aussi des supports qui sont fournis sur les sites des gouvernements, qui sont anonymisés, qui permettent de regarder comment c'est fait. Notamment le dossier de presse qui explique bien Oui. ça, qui explique le contexte, etc. Ouais. Le dossier de presse qui est sorti il y a maintenant un an. Alors du coup, ça ne rentre pas trop dans les conseils techniques ou quoi que ce soit, mais au moins ça donne bien la philosophie, ça explique le pourquoi du comment. C'est intéressant. Alors, il y a une question, alors je la lis et j'espère que je vais bien retranscrire la demande. Quel sera le modèle de DPE pour un audit, je suppose que c'est un DPE en fait, qui serait fait au printemps 2022? Quelle opposabilité, quelle durée de validité? Alors, le nouveau DPE, il est en vigueur. Hein. Oui, il est déjà en Il est en vigueur. effectivement. Tout à l'heure, tu indiquais qu'il y avait des seuils je sais pas comment, on va évacuer les anciens DPE pour ne pas pénaliser les gens qui auraient fait des DPE avant le 1er juillet 2021, qui est le seuil en fait de bascule entre l'ancien DPE et le nouveau DPE. C'est-à-dire que tous les demandes de diagnostic qui ont été faites après le 1er juillet 2021 sont des nouveaux DPE. C'est ça. Par contre, pour ne pas pénaliser les gens qui ont fait un DPE en janvier 2021, leur dire vous avez eu que 6 mois de validité, il y a cette tolérance jusqu'en 2025 pour ces DPE-là. Mais effectivement, au 1er janvier 2025, une nouvelle location sera adossée forcément à la production d'un nouveau DPE, effectivement. Puis après, sur l'audit... Quelle opposabilité? On en a parlé un peu tout à l'heure, alors je ne sais pas si on revient un peu dessus. L'opposabilité, c'est bien l'histoire de saisie des éléments qui constituent le calcul du diagnostic. Ce n'est pas les préconisations de travaux, ça, ce n'est pas opposable. Le résultat en lui-même, c'est pareil, les coûts d'énergie ne sont pas opposables. C'est-à-dire que le DPE est assis sur une fourchette d'énergie. S'il y a une envolée brutale en 2 mois du coût du gaz, le DPE sera fatalement faux par rapport au moment où il a été produit. Ce qui est opposable, c'est vraiment la saisie des éléments. Et là, par contre, c'est quand même un sujet. Hein, c'est-à-dire que, à titre perso, j'ai vu quelques DPE nouveaux sur lesquels, de manière évidente, on se rendait compte qu'il y avait des problèmes de saisie, de détermination de parois. Et c'est ce genre comment dire, de situation qui pourra générer des conflits entre un locataire et un propriétaire, ou un acheteur, effectivement, qui pourrait contester le prix de vente, revenir dessus, en sachant que derrière les obligations dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi un juge peut obliger aux travaux, dans certains cas. Alors, ça aussi, c'est un sujet à part entière. Comment ça sera mis en place? Mais oui. Mais en tout cas, c'est prévu dans les textes. C'est-à-dire qu'il y a une articulation quand même d'éléments qui se présentent quand même autour de ce DPE qui nécessitait effectivement qu'il soit fiabilisé, d'où la notion d'opposabilité. Ouais.
Après, la question de la validité de l'audit, je ne pourrais pas dire combien de temps il sera valable. Pour l'instant, le décret n'est pas encore passé, donc c'est un peu compliqué de vraiment répondre à qu'est-ce qu'il y aura exactement dans l'audit. Sur De l'audit, nouveau, ouais, ce qu'on appelle un audit passoire énergétique, ouais. c'est comme ça qu'il va s'appeler, Qui n'est pas le nouveau DPE, hein, qui n'est pas trompe le nouveau pas. DPE. Le Voilà, DPE, ce il est sera valable 10 2 ans. choses différentes. Et pour l'instant, on ne peut pas répondre à la question. C'est impossible. Par contre, du coup, on a une autre question, c'est sur le coût, du coup, pour un audit énergétique. Alors, des audits énergétiques bien réalisés, on est, alors attention, parce qu'il y a des aides, et cetera, comme je disais, Ouais. ça vaut environ 1 300 €. Ce qu'il faut voir, donc comme je disais, donc, je prends comme référence les audits qui sont faits dans le cadre du chèque éco-énergie Normandie, où il y a un cadre avec un cahier des charges strict, hein, pour y répondre. Donc c'est environ 1 300 € la prestation. Il y a 500 € de défalqué directement pour n'importe quel propriétaire, hein, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, résidence secondaire ou quoi que ce soit, pas de souci là-dessus. Donc 500 € de défalqué directement. Et en plus, pour ça, en fonction des conditions de revenus, on peut aller chercher aussi du coup 300 € complémentaires pour faire un. On peut aller chercher 300 € complémentaires aussi pour le faire. Donc on voit quand même que ça fait permettre de baisser bien le prix et voilà. Donc ça, c'est globalement le prix effectivement Ouais, du PA. mais c'est un véritable outil de travail. C'est-à-dire que Oui. on est sur un audit, alors il faut bien faire le distinguo DPE et audit, hein, effectivement, il y a il y a une spécificité en Normandie puisque le chèque éco-énergie a ouvert la voie à des audits qu'on peut qualifier de qualité quand Ah même. bah, oui, oui, tout à fait. Réellement, on a la chance quand même en Normandie Mmh. d'être assez en avance par rapport au Mmh. reste du territoire. C'est un dispositif qui a commencé il y a longtemps, sur lequel, du coup, il y a un nombre limité, enfin, c'est pas fermé, mais en tout cas, il y a un nombre limité d'auditeurs qui ont passé une convention avec la région. Il y a un cahier des Tout à fait. charges, il y a des cibles de rénovation énergétique qui sont déterminés. Et c'est vraiment un outil de travail qui est autant fait pour le particulier que pour les Que pour les professionnels professionnels qui vont qui vont faire intervenir les derrière. travaux. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui ne soit Mmh. pas une préconisation un peu généraliste sur quelque chose qui n'est pas forcément très réaliste adapté. Mmh. Là, on est vraiment sur un déroulé de travaux en 3 phases, c'est ça? En 3 phases, 3 phases, hein. effectivement, ouais, tout à Mais fait. avec l'idée toujours de cibler la rénovation la plus adaptée possible. C'est ça, tout à fait. OK. Ouais. Alors ça, c'était pour l'audit. On a priori une Mmh. question sur le coût du DPE. Alors c'est une question un peu difficile à mon sens parce que ça dépend comment il est commandé en fait. Parce que on a parlé tout à l'heure de l'opposabilité des autres Mmh. contre des autres diagnostics. Mmh. Quand le DPE est intégré dans un combiné d'autres diagnostics, en fait, le prix du DPE il est un peu noyé dedans. La moyenne, alors ça c'est le chiffre ministère, mais en gros, la moyenne des facturations des DPE, alors on parle bien des DPE, faire une petite subtilité aussi là-dessus, du DPE réglementaire obligatoire. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut demander un DPE à titre indicatif, mais le DPE réglementaire, les chiffres du ministère considèrent que c'est aux alentours de 150 €. Alors, Ouais. je, Mmh je mh. sais, mais c'est toujours le problème des moyennes de prix. Hein, c'est toujours le moyen Et des c'est pour difficultés. l'instant avant opposabilité, avant que le fait qu'il soit plus important, parce que du coup, avant, avec 150 €, on regardait juste les consommations avant de l'ancien Ouais, locataire et puis on faisait une bon voilà, maintenant ça va être, plus que ça, ouais, moi qui travaille pas mal avec les agences immobilières, certains m'ont parlé, aux alentours de 400-500 € ouais, aussi. Il va commencer à y avoir un gros travail, de prise de relevé, derrière c'est aussi ça. de mise en voilà, donc c'est pour ça que quand tout à l'heure je disais, que potentiellement faire un audit énergétique derrière, ça permettait Mmh. voilà. Au final, une fois que les aides sont déduites, on se rapproche, pas exactement du prix d'un DPE, mais du coup, pour le coup, j'en ai échangé avec certains auditeurs. Certains seraient prêts, par exemple, à le faire à une cinquantaine ou 150 € juste pour actualiser le document et le faire avec, effectivement, le mettre en réglementaire, pour travailler quand même la forme et cetera. Ça demande un peu de temps, mais il y a pas besoin de faire le relevé, il y a pas besoin de faire tout ça, donc Mmh. forcément, puis, ça peut nous permettre de le faire une fois que les travaux sont faits. Et pour justifier effectivement ce que tu disais, là, la Mmh. différence, c'est que l'opposabilité, elle oblige le diagnostiqueur à stocker les informations. C'est-à-dire que quand il arrive face à un mur, par exemple, dans une maison, et qu'il ne connaît pas la nature de ce mur, il a le droit maintenant de faire du contrôle destructif avec, enfin, c'est-à-dire un sondage, par Mmh. exemple, mais avec l'autorisation du propriétaire. Si le propriétaire ne l'autorise pas à faire un sondage destructif, il se retrouve face à un mur sur lequel il n'a pas d'information. Alors, il y a des protocoles pour prendre
pour sélectionner les murs, en fait, on peut sélectionner un mur à défaut, mais il faut bien voir que si, par exemple, il intègre une donnée, par exemple une facture, il doit pouvoir s'assurer qu'une facturation de travaux correspond bien au logement. Il faut qu'il stocke ces données-là. S'il fait une photo, par exemple, de l'isolation d'un comble, il faut qu'on puisse reconnaître le bien dans la photo. Et il faut qu'il conserve ces données-là pendant toute la durée de validité du logement. Donc il y a tout un travail d'archivage et de précision sur effectivement sur la saisie des données qui est impactante en termes de temps de travail pour lui, ce qui justifie effectivement la différence de prix. Alors après, on verra effectivement, comme tu disais, là, on est un peu aveugle sur la réalité des prix sur ces mois-là, puisqu'on est sur une période quand même un peu charnière. Vous avez peut-être vu aussi dans la presse qu'il y a eu il y a eu une période blanche sur l'établissement des premiers DPE entre juillet et octobre. Il a été un peu corrigé. Il y avait quelques problèmes de valeur, de saisie de valeur sur justement, notamment sur la valeur qui était saisie dans les murs. Il y avait des incohérences qui sortaient. Donc tout ça, ça va peut-être recalibrer un petit peu les prix et les tarifs. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, s'il y en a qui l'ont fait avant octobre, il est possible de demander, entre guillemets «gratuitement», c'est l'État qui paye le diagnostiqueur pour réactualiser l'audit. C'est ça. Si jamais il y en avait qui étaient concernés. Effectivement, il y a des modalités. Alors, il y a une procédure d'ailleurs qui est détaillée. Je ne pourrais pas dire, mais le diagnostiqueur devrait bien connaître la chose, hein, mais effectivement, comme les modalités ont changé, du coup, c'est l'État qui s'est engagé du coup, à faire une rétribution financière auprès du diagnostiqueur pour remettre à jour le document. Voilà. Parce que du coup, sinon, ceux qui auraient fait les choses très rapidement dès le début seraient pénalisés par rapport à ceux qui auraient potentiellement attendu. Alors, il y a certains cas où cette édition elle est automatique, elle va être envoyée effectivement directement quelle que soit sa demande. Par contre, dans d'autres cas, j'ai oublié les modalités, mais on pourrait regarder pour si des gens avaient été soumis à ce décalage-là. Il faudra demander par contre au diagnostiqueur de produire à nouveau le document. Eh bien, écoutez, on n'a plus de questions. Peut-être c'est un remerciement. Merci Odile. Écoutez, on n'a plus de questions. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé le temps qu'on s'était fixé. Alors, je remercie Quentin pour la disponibilité, pour la précision de sa présentation. Et puis, encore une fois, nous, on est intéressés, on souhaite renouveler ces ateliers, ces webinaires, peut-être en présentiel, sur des thématiques. On peut revenir sur le DPE, sur des points peut-être plus précis à certains moments, si ça vous intéresse, sur le décryptage de DPE en présentiel. Regardez comment ça se présente, c'est une possibilité. Faites-nous part de vos demandes par rapport à ça. Vous nous envoyez un petit message ou vous nous appelez pour nous faire une proposition thématique. Et puis, en fonction de notre capacité à répondre à ces demandes-là, on se fera un plaisir de mettre ça en place pour répondre aux demandes des habitants du territoire de Caen-la-Mer. Eh bien, écoutez, on vous remercie, puis on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter pour vos projets de rénovation. Et le plus en amont possible. C'est ça. Voilà, c'est le plus important, plus en amont possible. Voilà. Merci, à bientôt. Merci.